Qu'est-ce que Thomas dégageait? Il dégageait un homme affable, un homme de sentiment, un homme qui n'avait rien à voir avec tel qu'on le présentait. Un homme sensible, très sensible. Un homme sensible à ce qui se passe autour de lui. Un homme, pour moi, c'était le grand frère que je n'ai pas eu, que j'aurais souhaité, l'idéal que j'aurais, le grand frère que j'aurais souhaité avoir. Et pour ne pas être hypocrite, comme disaient certains, le mari qu'il aurait fallu que chacun ait. Thomas dégageait l'humanité. Ça n'avait rien à voir avec le chef d'État qu'on voyait. Il suffisait de le côtoyer pour savoir que c'était l'homme le plus simple qu'on puisse rencontrer et un homme capable de sacrifice jusqu'à l'extrême pour ce pour lequel il était convaincu. Il est né dans un village, enfin le village, vraiment le petit village d'origine, qui est encore entièrement musulman. Et donc son père est un ancien combattant, un infirmier. Il est devenu infirmier par l'armée française. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Selon les diverses mutations du père, il a passé une bonne partie de son enfance à Gawa, dans la zone de forêt du Burkina, c'est-à-dire entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc il semblait qu'il avait déjà un certain charisme dans le jeu des enfants, puisque c'est lui qui souvent dirigeait le jeu, mais qui ne profitait pas de ce charisme pour écraser les autres, mais plutôt pour soutenir les plus faibles. Je résume un peu. C'était un bon élève. Et il était enfant de cœur, c'est très important, c'est-à-dire que ses parents étaient très religieux. Il était enfant de cœur, donc il a servi la messe, il doit avoir une bonne éducation catholique. Et il était, semble-t-il, promis au séminaire, qui est là où on forme les futurs prêtres. Parce qu'à cette époque, le séminaire, c'était quand même une assurance de bonne éducation pour les enfants, et que ça ne soit pas une charge pour les parents. Alors il était promis et par ses parents et par des prêtres que fréquentait la famille, et en fait il a, semble-t-il, étonné en s'inscrivant à Bobo Dioulasso, qui est un lycée qui est à 80 km de Gawa et qui est en fait la deuxième ville du Burkina, qui était une ville proche de la Côte d'Ivoire, qui était assez bien développée. Une ville assez commerçante, très vivante économiquement. Il est arrivé, il n'était pas boursier, donc il a vécu quelques petites aventures difficiles, il ne savait pas où dormir, il a été recueilli par une famille et il est rentré à l'internat où il était pris en charge et boursier seulement la deuxième année, donc il y a une famille qui l'a hébergé pendant 1 an. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une culture très classique. Il a fait du latin, il fait partie des bons élèves de la classe, très dynamique et agréable, et en fait il voulait être médecin. Il semble que par exemple il s'entraînait même à l'agilité des doigts, donc c'était à l'agilité de ses doigts pour faire des opérations, j'y reviens. Et qu'en fait, donc il s'espérait avoir une bourse et on m'a raconté que quelqu'un lui a pris sa place parce qu'ils avaient du piston. Il s'est destiné à carrière militaire un petit peu, peut-être pas tout à fait par hasard, parce qu'on dit qu'il aimait bien jouer le chef quand il était enfant, mais une opportunité qui s'est posée, il y avait ce qu'on appelait le Prytanée militaire, où on prenait des enfants. Et là, il se trouve qu'il recrutait des élèves au niveau de la fin de la 3e, quelques-uns. Et il a bénéficié de ça, donc il est donc rentré dans une école militaire, où là encore la formation était très bonne. Et il a côtoyé un des leaders de la gauche burkinabé, marxiste-léniniste. Il a eu comme professeur d'histoire, c'était un des premiers professeurs africains, puisqu'on sortait de l'indépendance. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est surtout une sensibilisation à la vie politique, l'existence d'un professeur marxiste parmi ses profs qui lui était dans la clandestinité, mais qui en tout cas devait transmettre un discours politique à ses élèves et une certaine connaissance de l'histoire. Donc prendre l'histoire comme un mouvement dans lequel les hommes ont évidemment une grande part, ont une certaine prise.
Quand on pense à Sankara, alors on dit c'était un militaire, Odile Sankara. Effectivement, c'est un militaire différent des autres. Et bien avant qu'il n'accède au pouvoir, il avait amorcé dans les occupations qu'il avait, par exemple à Pau, au régiment de Pau, chez les commandos, de faire de l'agriculture avec les militaires, de faire des travaux qui révolutionnaient un peu le monde militaire qu'on connaissait déjà. On connaissait auparavant les soldats chargés de la répression. Là, on découvre des soldats qui s'intéressent à l'économie. Bon, il appartenait un peu, je dirais, à cette vieille tradition des soldats sortis de Polytechnique et d'autres écoles qui étaient capables de faire beaucoup de choses, de construire des routes, des chemins de fer, des barrages. Donc c'est déjà une chose, je pense, singulière. On en reviendra sans doute. Son passage à Madagascar, qui a révolutionné aussi dans sa pensée toute cette réforme qu'il a apportée pendant son règne, la réforme agraire au Burkina. Et je me rappelle qu'il partait auprès des riziculteurs, des paysans, pour voir comment ils travaillaient, quels sont les outils qu'ils utilisaient, quelles sont les méthodes agricoles qu'ils utilisaient. D'abord, étant militaire, c'est quelqu'un qui a dit que tout militaire sans formation idéologique est un criminel en puissance. Après sa formation militaire à Madagascar, l'homme, il s'est auto-instruit. Il a cherché à se former en économie, en politique, en sociologie pour comprendre un peu les choses. Voilà ce monsieur qui s'est dit que militaire, tu dois d'abord savoir le sens de l'ordre qu'on te donne avant de commencer à l'exécuter. Quand tu comprends le sens de l'ordre, tu viens à la deuxième question, c'est de chercher à comprendre cet ordre dont on me demande d'exécuter, il profite à qui? Donc tant que l'ordre qu'on profite au peuple, il rentre dans le devoir du militaire. Mais si l'ordre qu'on te donne ne profite pas au peuple, mais plutôt à celui qui te donne l'ordre, l'exécuter serait contraire au devoir du militaire. You know? Et donc de là, on voit toute la dimension des fonctions des militaires. Elle s'étend à tous les domaines de la vie. La sécurité n'est pas que physique. Il y a la sécurité spirituelle, il y a la sécurité économique, il y a la sécurité culturelle. Sankara a compris la fonction du militaire et l'a étendue à ce sens-là. Alors en même temps, à Madagascar, il découvre que de jeunes soldats peuvent prendre le pouvoir, non pas à partir de la position qu'on appelait à l'époque néocolonialiste, mais à partir des positions progressistes. C'est là qu'il a découvert le phénomène Didier Ratsirac, et lorsqu'il rentre au Burkina Faso, il découvre un autre phénomène au Ghana, le phénomène Jerry Rawlings, qui est aussi un jeune officier comme lui. Tout à fait, il était très curieux, très intelligent aussi, et il lisait beaucoup, il s'intéressait beaucoup aux autres modèles. Malgré qu'on a perdu pendant l'esclavage nos vaillants hommes et femmes, vaillantes femmes, pendant la colonisation, quand nos ressources ont été pillées, et pendant la néocolonisation, quand le système a continué, la France-Afrique et d'autres systèmes ont continué en Afrique à piller nos ressources, à un moment donné, Sankara est apparu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Sur un fond totalement sombre, où on nous dit rien n'est possible, on nous dit vous n'êtes rien, vous ne valez rien, vous ne pouvez rien. Et un homme sort pas du néant, c'est ce qui est extrêmement important, il ne sort pas du néant. Il sort, il est le fruit d'une prise de conscience personnelle, individuelle, et d'un ardent combat de recherche d'informations pour comprendre le système, traiter le système et pouvoir et voir. Mais les solutions sont simples, les solutions sont là. Le capitaine Sankara, effectivement, lorsqu'il a fini sa formation d'élève officier à Madagascar et qu'il arrive au Burkina, effectivement, il va être affecté dans une unité militaire à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina, dans un service de génie militaire. Dans les années 80, il y a
un premier régime militaire qui arrive, c'est-à-dire le colonel Césaire-Beau fait un coup d'État et renverse un pouvoir constitutionnel normal qui existait. Et donc, quand ce coup d'État a lieu, c'est les colonels qui viennent au pouvoir et dans leur gouvernement, ils vont imposer à Sankara d'être ministre. Il ne voulait pas, mais c'était un ordre militaire. Donc, il va se retrouver secrétaire d'État à la culture et à l'information. Pour un artiste, c'était bien vu. Parce que bon, la culture, c'est quelque chose qu'il y a toujours parlé. Donc Sankara se retrouve secrétaire d'État et dans un gouvernement dont il ne partage pas les vues. Mais il avait promis qu'il ne serait pas pour longtemps. Effectivement, après quelques temps de passage à ce gouvernement, il va faire une démission fracassante. Lors d'un colloque international avec les cinéastes, les journalistes du monde entier, et en direct, dans son discours, il va effectivement rendre sa démission publiquement en s'attaquant à cette fameuse phrase qu'il lâche « Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple ». Ça a résonné comme un tonnerre ce jour. Et là, tous ceux qui l'ignoraient vont commencer à le découvrir à partir de ce moment-là. Et effectivement, il démissionne, il va commencer à avoir des problèmes politiques. Et quelque temps après, ce gouvernement était aussi impopulaire qu'il l'était au départ, va aussi succomber à un autre coup d'État avec l'avènement du commandant Jean-Baptiste Ouédraogo avec des jeunes officiers. Il se retrouve à jouer un rôle de Premier ministre. Donc, ok, un gouvernement à la tête, nous avons le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, qui est vraiment dans la continuation coloniale et néocoloniale, et un Premier ministre bouillant, révolutionnaire, avec une vision qui tranche. Donc, c'était bicéphale, complètement antagonique. Donc, à peine 2 mois de pouvoir, boum, Sankara, après un meeting à Bobo-Dioulasso, où il va dire clairement des choses, où toute la jeunesse était, tout le peuple était derrière lui, du retour de ce meeting, il est mis aux arrêts, ainsi que tous les autres officiers qui étaient avec lui, le capitaine Henri Zongo, le commandant Lengani et le capitaine Blaise Compaoré, qui va réussir à s'échapper. Il s'échappe et il va rejoindre l'unité paracommando que Sankara avait créée en 1976 à Pau, et qui lui était devenu le 2e commandant. Il rejoint cette unité qui était sous son commandement. Et donc il rentre en rébellion. Voilà. Le Burkina, pour la première fois, voilà, il y a une ville qui décide de rentrer en rébellion. Voilà. Nous ne sommes pas d'accord. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais élève à Ouaga, c'était la mobilisation partout. Les élèves se sont mobilisés partout, c'était marche tous les jours. Libérer Sankara, c'était chaud. Ça sentait le lacrymogène partout. Et vu la pression sociale, quelques mois plus tard, ils n'avaient pas le choix. Ils ont libéré effectivement Sankara, le commandant Henri, et le commandant Lengani, le capitaine Henri Zongo et tous les autres. Et donc, il y avait vraiment un temps de flottement bizarre. Tout le monde s'attendait à ce que quelque chose arrive, quand on ne savait pas. Effectivement, on l'a libéré au mois de mai, et le 4 août 1983, boum, l'avènement de la révolution sonne. C'est-à-dire que les paracommandos de Pau, avec tous les civils de la ville de Pau, vont monter sur Ouaga avec la complicité de beaucoup d'autres civils, vont effectivement réussir à renverser la situation et prendre le pouvoir. Ce qui va faire de ça une révolution, parce que le plus gros des gens qui vont intervenir pour la prise du pouvoir, il y avait énormément de civils. Ceux-là qui vont aller guider secrètement les militaires qui arrivent de 147 km de Ouaga, ceux-là qui vont aller couper l'électricité, tout ça c'était des civils.
Donc la révolution effectivement arrive et est proclamée par le capitaine Sankara et une nouvelle ère commence vers un destin qu'il décidait de se construire, s'asseoir et oser inventer l'avenir. La forme même, elle donne l'impression que c'est un coup d'État, puisque ce sont des militaires qui sont descendus à Pau, mais même les civils ont participé à cette prise du pouvoir, c'est-à-dire qu'il y en avait qui avaient des armes, qui ont guidé l'armée, il y en a qui ont coupé le téléphone, etc. Enfin, donc on n'était pas, on n'est vraiment pas dans ce qu'on appelle, c'est ni vraiment une insurrection populaire où tout le monde descend dans la rue, ni un coup d'État où 3 militaires disent celui qui est là il me plaît pas et je prends ma compagnie, je vais le vider. On est entre les deux. Et ça résulte surtout d'une situation politique révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans une situation politique où le changement était possible et radical, puisque comme tous les partis politiques étaient déconsidérés, y compris la branche social-démocrate de Kizerbo qui avait été impliquée dans un des pouvoirs qui avaient émergé dans les années précédentes, il ne restait plus que les groupes d'extrême gauche que les gens connaissaient en ville. Donc il n'y avait plus que ça. Et parmi le peuple, il y avait une volonté, parce que Sankara s'était fait connaître pour des discours très on va dire révolutionnaires, même s'il a un langage très simple, très radicaux on va dire, donc il avait une popularité extrêmement importante. Il a dit qu'il serait irréaliste de ne pas comprendre et d'accepter la situation dans laquelle il a récupéré ce pays. C'était pratiquement plus un État. C'était juste une organisation dirigée par des mafias qui suçaient, comme Alain l'a dit, le sang des innocents de jour en jour. Et quand il est arrivé, il a dit qu'une organisation de fonds s'imposait. Et cette organisation de fonds s'entendait d'abord par, si tu veux, la révision de la mentalité. Et par ça, il faudrait d'abord tout mettre à plat et tout recommencer. L'avènement de la révolution de Sankara en 1983, cette révolution vient avec une singularité, c'est que c'est la première fois qu'un pays colonisé décide de rompre avec le système colonial et néocolonial, avec en tout cas le pays colonisateur. Donc cette rupture ne sera pas une rupture théorique, elle va se manifester effectivement de manière concrète. Comment? À travers le programme que la révolution va mettre en place, à travers le discours d'orientation politique, qui est quelque chose qui résumait les grandes orientations et les axes que la révolution allait suivre pour pouvoir mettre en marche toute cette machine et atteindre ses objectifs. Qu'est-ce qu'il dit? Le DOP a commencé, c'est le discours de 2 octobre. C'est le seul monument qui reste à la place, c'est le seul monument révolutionnaire qui reste. Le DOP a commencé d'abord par faire une analyse de la société, une analyse des classes sociales. D'un côté, les classes qui sont favorables à l'impérialisme, donc les classes contre-révolutionnaires, qui n'ont pas intérêt à la révolution parce qu'alliées aux intérêts de l'impérialisme. C'est notamment les classes sociales, la bourgeoisie, comprador, c'est la bourgeoisie commerçante liée aux intérêts de négoce avec les pays impérialistes. C'est ce que nous appelons la bourgeoisie comprador. La bourgeoisie d'État, bourgeoisie bureaucratique d'État, qui a tout géré l'appareil néocolonial. Et il y a les forces sociales rétrogrades. Donc les classes sociales réactionnaires, les voilà. Les classes sociales révolutionnaires, c'est-à-dire qui ont intérêt à la révolution. C'était donc la classe des paysans, la paysannerie, et la petite bourgeoisie intellectuelle notamment, les petits commerçants, les intellectuels, et le prolétariat. Voilà les classes révolutionnaires. En ce sens que, pas révolutionnaires de façon consciente, mais qui ont intérêt, pourvu qu'on leur explique où sont les intérêts, ils ont intérêt à la révolution. Voilà comment le DOP a commencé par analyser les classes sociales. Et notre contradiction principale pour notre révolution fut
celle qui oppose l'impérialisme international, notamment français, principalement français, au peuple burkinabé. Voilà la condition principale qu'il faut résoudre. Et en fonction de cette condition principale, maintenant, on analyse quelles sont les forces favorables, les soutiens de l'impérialisme dans notre pays, et quelles sont les classes qui ont intérêt à lutter contre l'impérialisme. Et donc, pour résoudre cette condition principale, quelle révolution faut-il? Et là, la révolution, le DOP dit, c'est une révolution démocratique et populaire. La révolution est démocratique parce que, d'abord, elle est anti-impérialiste. Voilà le côté démocratique de la révolution. Elle est populaire parce que c'est le mouvement de l'immense majorité au profit de l'immense majorité. Voilà l'anti-populaire de la révolution. Tout ça, c'est bien dit dans le DOP. Voilà à peu près donc. Et du point de vue de la politique étrangère aussi, le DOP définit 5 principes de la politique étrangère d'un pays qui se veut révolutionnaire comme le nôtre. À savoir donc la solidarité avec tous les peuples qui luttent contre l'impérialisme, la solidarité avec la lutte du peuple palestinien, etc., etc. Donc vous avez, voilà à peu près, pour résumer, le contenu du DOP qui définit ce que c'est que la révolution démocratique et populaire, ce qui a fondé notre action du 2 octobre jusqu'au 15 octobre. La révolution se passe dans un petit pays arriéré comme le nôtre, à un moment où il n'existe pas un centre mondial de la révolution. C'est-à-dire qu'il y a longtemps que l'international communiste avait disparu. Il y a longtemps que la révolution, la Russie a cessé de porter l'aide au peuple révolutionnaire. Il y a longtemps que Mao Tse-tung, la Chine de Mao Tse-tung a cessé d'être internationaliste. Et nous voilà faisant une révolution dans un petit pays comme celui du Burkina Faso. Je pense que Thomas Sankara avait raison d'estimer qu'il faut une conscientisation de masse, des éducations de masse, des écoles de masse, même quand elles ne sont pas des écoles avec murs blanchis à l'assaut et toits et plafonds, même si c'est de chaume, et que ça atteigne toutes les masses. Le reste vient de lui-même. Mais vu sous certains angles, c'était comme une dictature. Mais véritablement, il faisait l'expression de la population à la base, par les villageois, par les communautés qui décidaient de ce qu'elles voulaient et qui était bien pour eux. Sankara dit que la seule manière de vivre libre et digne, c'est de vivre africain. Mais bien sûr que c'est digne et digne. C'est-à-dire le bon sens voudrait que ce soit comme ça. Mais c'est vrai qu'un être colonisé est un aliéné culturel, un aliéné mental. Donc pas maître de lui-même. Donc faisant des choses qui lui sont dictées, comme un robot. Et il va se battre. Parce que pour qu'une révolution puisse évoluer et aboutir à des objectifs précis et concis, il faut une éducation de la masse populaire pour la conscientiser. Parce que cette conscientisation avait quoi comme but? C'était effectivement décoloniser les mentalités. Mais je suis chez moi, nul ne connaît chez moi mieux que moi. Mais qui peut m'apprendre les réalités de chez moi mieux que moi? De là-bas, tu conçois des théories supposant reconnaître, fait parler de mon peuple, mais non, c'est faux, man. C'est ce peuple qui m'a mis au monde. C'est ce peuple qui m'a aidé à grandir, qui m'a élevé, qui m'a nourri. C'est avec ce peuple que je vis. Aujourd'hui, je suis un peu à un niveau où maintenant je suis à un stade où je dois au peuple. Yunoman Sankara dit c'est ainsi. Depuis Togo, il a pris conscience. C'est ça, capitaine. Cette rupture que la révolution de Sankara a proposée, c'était que chacun accepte d'être soi-même et d'évoluer avec son paradigme. Donc, Sankara est venu pour nous inviter à nous reconnecter avec nous-mêmes, pour être nous-mêmes. Donc, de réactiver le paradigme africain. C'est qu'en Sankara, tu vois une dose d'un Kwame Nkrumah, l'industrialisation. Le mec qu'il a reçu a réveillé beaucoup d'industries qui avaient été mises en berne ici, quoi. En Sankara, tu vois une dose de Patrice Lumumba, African-European culture, la culture et la racine. Cheikh Anta Diop l'a dit, tout peuple à mettre son identité culturelle arrivera au seuil de l'industrialisation.
Sankara, on le voyait habillé d'un Fanny. Façon d'un Fanny, ouais. Voilà, et donc, comme j'allais dire, le monsieur tout le monde en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et tous les secteurs étant prioritaires, il disait il faut revenir à nous, le moi. Et donc notre identité. Je pense que le Faso d'Anfani, la promotion du Faso d'Anfani venait aussi de la quête de l'identité dont il avait soif. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et le secteur culturel a été très prioritaire et jamais le Burkina de 83 à 87 n'a autant enregistré le boom culturel qu'il y a eu. Et donc tout ça participait à la promotion de l'identité africaine. Sankara, pour moi, est l'un des rares hommes politiques qui a compris que la culture était au cœur même du développement. La culture est au début et à la fin du développement. Donc, il lui a donné une place assez importante, sinon centrale, dans le cadre de sa vision. Et pour lui, il faut éduquer les gens pour les conscientiser à davantage comprendre ce qui se joue contre eux et pourquoi ils sont dans cette situation. C'est pourquoi, dès l'avènement de la Révolution, il va construire des théâtres populaires. Il a construit le premier dans la première année de la Révolution à Ouaga, ensuite un deuxième à Koudougou, et il avait un projet de construction d'infrastructures comme ça dans toutes les grandes régions de Burkina. Parce que pour lui, par le théâtre, on pouvait effectivement transmettre des messages importants et éduquer massivement, souvent mieux même que l'école. Donc il va donner une place importante à la révalorisation de notre patrimoine culturel. Parce que finalement, c'est quoi la culture ? Souvent, certains philosophes disent que la culture, c'est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié. Et moi, j'aime souvent cette définition parce que sans la culture, l'homme n'existe pas. Sankara est l'homme politique qui va restructurer le FESPACO et lui donner la dimension qu'il a aujourd'hui. Ce plus grand festival panafricain de cinéma africain, bien sûr que c'est Sankara qui le restructure et lui donne la dimension qu'il a aujourd'hui. Et il va contribuer énormément à ce que la culture retrouve ses lettres de noblesse. C'est pourquoi il crée la Semaine nationale de la culture, qui est l'une des plus grandes manifestations culturelles, qui est une biennale, qui touche à tous les domaines d'art et qui touche tout le Burkina. Dans le concept de Sankara, ça devait être itinérant pour pouvoir doter chaque grande province d'infrastructures. L'inspiration de l'artiste doit traduire la culture et les convictions et les intérêts d'un peuple. Faute donc de laisser cet artiste s'exprimer, faute donc de prendre en considération ses aspects, ses intérêts, on bâillonne son peuple. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Mais parler de Sankara, quand tu parles de Sankara, mais tu vois l'Afrique, tu vois Tché, tu vois Cuba, tu vois Lumumba,
tu vas Malcolm X, tu vas Martin Luther King, tu vas Mandela, tous ces mecs qui avaient une dose, qui avaient un bagage et qui étaient promis à une carrière vraiment pas possible. Mais c'est des mecs qui à un moment donné se sont dit, stop, il faut réfléchir. Quoi? Faire le choix. Il y a le cœur, il y a l'esprit. Je veux la jouissance personnelle. Je veux jouir seul. Alors là, je compose avec le système et là, je largue mes frères. Mais non, man, je suis un humain, un produit de la société. Et c'est cette société qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Et j'ai le devoir de reconnaissance vis-à-vis de cette société. Et par conséquent, les intérêts de cette société priment sur tout. Je ne suis qu'un instrument au service du bonheur de cette société-là. Au nom de quoi je vais la trahir pour un bonheur précaire? C'est ce que Sankara a préféré. Alors, ce nom de Burkina Faso, le pays des hommes honnêtes, est-ce qu'on peut dire que c'était une sorte de révolution morale, en quelque sorte, qu'il a voulu faire, en prêchant par l'exemple lui-même d'abord, Odile Sankara? Oui, tout à fait. Je crois que la question sociale et morale était importante. Et tout le système politique, d'ailleurs, se référait aux valeurs morales. Et ça, c'était le fil conducteur. Effectivement, ce qui fait la grandeur de Sankara, qui fait qu'il reste un mythe vivant, qu'il reste une légende quelque part, c'est parce qu'il prêchait par l'exemple. Il était en concordance dans son discours et dans ses actes. Et lui, il était loin des fastes et des réjouissances du pouvoir. Il vivait simplement comme tout le monde. Oui, ce que j'admire en lui, c'est la rénonciation à sa personne. Franchement, c'est difficile de comprendre en son temps un chef d'État qui avait la possibilité de s'enrichir par tous les moyens et qu'il puisse renoncer à tout ça et dire « je veux le bien-être de mon peuple ». Qu'un président en son temps puisse réduire son salaire et les véhicules de l'État, tout a changé, il est revenu au bas niveau. Tout cela pour permettre à la population à la base aussi d'avoir quelque chose. C'est très fort. C'est cet amour qui l'animait, cet amour pour son pays, cet amour pour son peuple. C'est très fort pour moi. Et lui-même, il résume sa philosophie en une phrase. Sankara dit que tous les dirigeants ont deux choix. Où qu'ils soient, partout où tu vois les dirigeants, ils sont mis en face de deux éléments. Soit un dirigeant, tu acceptes de partager l'eau potable entre tous, ou tu acceptes de partager le champagne entre tous. C'est ça Sankara. Il dit, lui, il a choisi de se battre pour que tout le monde ait accès à une eau potable. Alors que certains dirigeants ont choisi de la champagne à la place de l'eau potable. C'est quelqu'un qui a incarné des valeurs, qui avait une belle femme, qui avait de beaux enfants, qui pouvait foutre le camp avec tout ça, voler l'argent, se payer des vacances en Suisse ou je ne sais où. Mais il a préféré le sacrifice pour dire au peuple burkinabé, vous avez le droit d'y croire, on peut arriver à mieux. Et lui-même au niveau personnel, tu n'avais rien comme matériel qu'un petit vélo, R5 comme voiture de service. Sa famille matériellement n'a rien bénéficié. Mais aujourd'hui, c'est l'une des familles les plus respectées du Burkina. Ils jouissent de l'honneur, de l'image que leur frère a laissée. Son domicile, au niveau de Bilbao. Et si vous partez voir, si on vous dit que c'est le domicile d'un président, vous allez dire que ce n'est pas vrai. Parce que c'est un président, il avait tout à ses moyens, mais il n'a pas voulu détourner ou bien s'enrichir avec l'argent du pouvoir. La maison est toujours telle, sauf qu'on a repris la peinture. Il est mort comme il a vécu, c'est-à-dire les poches vides. Il avait quand même des vertus qui étaient importantes. Il avait baptisé le Burkina Faso pays des hommes intègres. Il pouvait le proposer dans le sens où lui-même faisait l'exemple d'une intégrité absolue. Le Burkina se débaptise parce qu'on dit qui nomme domine. C'est-à-dire que le nom que la Haute-Volta portait était un nom colonial qui n'avait que le sceau du colonisateur. Et donc, le nom est fondamental à la fois pour une personne que pour une nation ou pour toute chose. Et quand tu ne te nommes pas et tu es nommé, tu ne t'appartiens plus déjà, pour commencer. Et il débaptise la Haute-Volta pour le nommer Burkina Faso,
qui signifie le pays des hommes intègres. Ce nom est tout un programme politique. Pourquoi? Parce que à travers cela va se retrouver toute une vision authentiquement africaine qu'on appelle chez les Mossé le Burkindum. Le Burkindum est une vision philosophique polysémique qui signifie à la fois la vérité, la justice, l'intégrité, la droiture. Donc tout le programme va s'organiser autour de cela. Sankara dit que l'homme, c'est la dignité. Et la dignité, c'est se faire respecter et être respectable. Tu ne peux pas te demander aux autres de te respecter tant que tu continues à dépendre d'eux. Exiger qu'on te respecte n'est pas qu'un mot vain, man. La vision que les gens vont avoir du Burkina et du Burkinabé, rien qu'en Afrique, avait considérablement changé. Moi, j'étais collégien à l'époque, mais le souvenir que j'ai, c'est d'entendre mes aînés quand ils partaient à l'étranger et qu'ils revenaient. Ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Mais quand tu es burkinabé et tu sors ton passeport avec la patrouille, là, mais tout le monde, on te respectait. Mais tout le monde en Afrique, on te respectait. En dehors du continent africain, on te respectait. Et à l'époque, quand tu disais Voltaire, Voltaire, même en France, on ne connaissait pas où ça se trouve. Même au Sénégal à côté, vous disiez Voltaire, les Sénégalais, je vous jure, j'ai fait mes études au Sénégal, à Dakar. Ils se disent, mais c'est où? C'est au Vietnam, non? La route Voltaire n'existait pas. Mais quand on dit Burkina Faso, le Burkina Faso est connu dans tout le monde entier. Les Burkinabés, pauvres airs, des pauvres airs, comme on dit en Côte d'Ivoire, méprisés. Mais les Voltaïques qui étaient méprisés, mais les Burkinabés étaient honorés. Ils n'ont plus levé la tête en Côte d'Ivoire, le travail immigré. Des missions africaines qui vont à Genève, comme la vie est chère à Genève. Généralement, ils habitent à la frontière, à la France, à la rive de la France. Donc pour aller là-bas, on voit des Maliens qui étaient habillés en Dafani. On dit, vous êtes des Burkinabés? Ils se sont regardés entre eux et ils ont dit, oui, nous sommes des Burkinabés. Parce que les Burkinabés étaient honorés. À la Banque mondiale, quand j'ai conduit une délégation à la Banque mondiale à Washington, il fallait voir comment toute l'institution tremblait. Quand on dit la délégation burkinabé, tout le monde tremble. Et tout le monde, on dit, on prend le crédit qu'on veut. Mais ça, c'était un capital qu'on peut marchander. À la Banque mondiale, on nous pourchassait pour nous donner le crédit, on refusait. Ça, c'est le Burkina Faso. Non, tout ce que vous voulez. J'ai conduit personnellement une mission à la Banque mondiale. Donc, je parle de ce que je sais. Et ça, c'était un capital que nous avions. Et d'ailleurs, dont on continue de bénéficier l'actuel régime. Même s'il ne le mérite pas, il continue de bénéficier de cette activité. Voilà à peu près ce que je peux dire. Comme vous le voyez, quand je parle de ça, je parle avec passion, je parle avec cœur parce que j'ai milité pour ça. Et Sankara, durant les 4 ans que va durer la révolution, va en faire la solidarité internationale révolutionnaire son cheval de bataille. On va le retrouver sur tous les fronts. On va le retrouver dans la lutte pour la cause palestinienne. Et moi personnellement, je découvre cette cause palestinienne quand j'étais au collège. Nous avons assisté à tellement de conférences, on était sensibilisés à ça. Et tout ça, c'était pendant la Révolution. Il va être en solidarité avec les combattants de Nicaragua. Maurice Bishop, avant qu'il ne soit assassiné à la Grenade, à Cuba. Partout où il y avait des formes d'injustice, il était à cheval pour aller en solidarité révolutionnaire avec ces gens. Si je prends par exemple l'un des plus gros scandales du XXe siècle qui va durer en Afrique, ça a été le régime de l'apartheid. Sankara va être le premier chef d'État africain à prendre position de manière ouverte et à donner symboliquement des armes de manière ouverte
à l'ANC pour combattre. Il donne un passeport officiellement à Mandela et à tous les membres de l'ANC. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux vont circuler dans le monde à cette époque, les Thabo Mbeki et autres, avec des passeports burkinabés. Il faut quand même le souligner. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites dans le cadre de la solidarité. J'étais avec Thomas Sankara au Nicaragua, en Corée, etc. Et nous avons vu beaucoup de choses qui étaient assez similaires, même du point de vue de coutume. On a vu beaucoup de choses qui sont similaires. C'est vraiment surprenant. Je me souviens quand nous sommes partis, je crois que c'était en février 87 à Paris, et Thomas s'est évertué à dire aux Français, écoutez, nous ne demandons qu'à vivre. Et à un moment donné, beaucoup de journalistes sont revenus ici. Je crois que ça aussi, ça n'a pas plu au régime en France. Beaucoup de journalistes sont venus ici, ont cherché à comprendre, ont voulu relayer en France qu'il y a la France, son peuple, son besoin de compréhension, d'unité, de solidarité, etc. avec les autres. Mais il y a les régimes. Il y a cette autre France avec ses intérêts, etc. Et qui opprime, etc. Beaucoup de Français ne le savent pas. Qui opprime, qui montent des coups, qui montent des cabales, qui exécutent, qui tuent. Beaucoup de Français ne le savent pas, même aujourd'hui. Oui. Nous sommes certains que ceux qui aiment leur peuple aiment les autres peuples. Et ceci est extrêmement important et capital pour nous. Il a toujours été l'homme qui a joint l'acte à la parole. Donc, son pragmatisme va le conduire effectivement à ce qu'on le retrouve sur tous les fronts. Partout où il y avait des luttes de libération, partout où il y avait des luttes de souveraineté, Sankara était solidaire avec ces gens. Et le Burkina était à cette époque-là la plaque tournante de toutes les résistances. Ceux qui n'aiment pas le peuple voltaïque, ceux qui s'opposent au peuple voltaïque, de quelque façon que ce soit, sont ceux-là qui font du tort à leur propre peuple et veulent le maintenir sous leur domination. Domination évoluée ou domination primaire, mais domination quand même. Les peuples du monde entier ont le même combat à livrer pour la justice sociale, pour la liberté, pour la démocratie. Et s'il y a bien un message que nous souhaitons faire passer ici en France, avant de quitter Paris, c'est bien celui-là. Le peuple français peut trouver en nous, peuple voltaïque, un peuple ami, un peuple qui combat les mêmes ennemis que lui. Parce que ceux qui sont exploités en France sont les mêmes qui sont exploités en Volta. Et ceux qui souhaitent se libérer de toutes les formes de domination en Volta existent également en France. Oui, je pense qu'à un certain moment, il a pris la dimension plutôt internationale. Parce que c'est le message qu'il délivrait en tant que chef d'un État africain, outrepassait largement la politique pour aller vers quelque chose de plus universel. Et je pense qu'il avait atteint une dimension universelle dans le sens où beaucoup de gens d'autres pays africains, voire même d'autres pays latino-américains, voire même des pays africains, européens, ont entendu son message. C'est-à-dire qu'il transcendait simplement la problématique politique pour aller vers quelque chose de beaucoup plus universel. Et c'était ça sa caractéristique essentielle. Cette lutte pour la dignité humaine, c'était le combat le plus sacré pour Sankara, d'où la solidarité. Il dit tout ce qui est humain ne m'est pas inconnu. Et je reçois, paraphrasant José Marti, je ressens sur ma joue tout coup donné à n'importe quel homme du monde. Quand il dit ça, tout est dit là. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Il agissait pour un mieux-être de l'homme tout court. L'homme blanc comme l'homme noir, il voulait le bien-être de l'homme.
qui avait quand même réussi à bouleverser les mentalités acquises, on va dire, à ne pas dissocier avec l'homme, avec une touche d'humour. Donc ce qui rendait quand même le truc, c'est un personnage quoi, un vrai personnage et puis très plaisant à écouter. En tout cas, il avait de belles idées quoi. Et économiquement, il a dit que d'abord de la situation précaire, il faudrait qu'on puisse avoir le courage et accepter d'y réfléchir à avoir des systèmes nous permettant de sortir de cet endettement-là. Et c'est là, il te résume par cette phrase qu'il nous faut une aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Et tu ne peux pas demander à l'autre de te respecter. Et tu ne peux pas prétendre ne plus dépendre de l'autre. Tu ne peux pas non plus prétendre être indépendant dans ton idéologie en continuant de demander à l'autre de t'apporter ta nourriture matérielle. Et cela demande en amont un sacrifice énorme. Et ce sacrifice se traduit sur le plan étatique par la réduction des budgets de l'État. Le budget de fonctionnement de l'État, c'est ce qui engage des endettements. Quand tu prétends vivre au-dessus de tes moyens, tu es obligé tout le temps de tendre la main. Et tant que tu tends la main, alors tu dois recevoir, tu dois accepter de recevoir aussi. Tu vois, alors, enfin, la conduite a dicté. Et c'est là, Sankara, en 2 ans, il a imposé une conduite à l'État et aux hommes de l'État. Il l'illustre par quelques exemples. Désormais, pour des missions du peuple, ceux qui ont à voyager en classe affaires, qui voyagent en classe économique. On arrivait à faire quelques marches. Si c'est 10 personnes qui doivent aller en mission, qu'on envoie 4. Si c'est une voiture de 45 millions qu'on a besoin, qu'on doit payer, qu'on paye une voiture de 10 millions, man. Tu vois, de la gestion des dépenses de l'État fait qu'il a réussi à diminuer la marge de la dette. À chaque année, il s'est constitué une marge, si tu veux, d'économie qu'il imputait à la dépense, à l'aide prochaine. Et finalement, il a réussi, si tu veux, à maîtriser le budget de l'État au bout de 3 ans. L'État burkinabé arrivait à payer, à faire face à cette dépense sans aucune aide extérieure. Et cela a commencé à faire mal. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, l'on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Il a mis les agronomes en place, il est redescendu lui-même à l'intérieur, s'enquérir des réalités physiques de son pays. Et ayant vu l'avancée du désert, il a sommé les gens à lutter très vite contre l'avancée, à implanter des arbres. Et sachant qu'il dépend alimentairement d'une aide extérieure, que à peu près 40 à 50% des besoins alimentaires burkinabés venant de l'extérieur, que tu ne saurais jamais faire face à ceux qui t'envoient leur nourriture tant que tu n'as pas une autosuffisance alimentaire. Il faut une autoproduction. Et quand il arrivait à la production par hectare,
était à peu près de 1000 et quelques hectares, du moins tonnes par hectare. Mais avec la volonté et la détermination, il a réussi à tripler la capacité de production par hectare en blé qui était à 3000 et quelques. Il fut le seul à faire du Burkina le seul pays de la sous-région autosuffisant alimentaire en 1984. Ils n'importaient aucune graine de nourriture de l'extérieur. Quand je suis allé au Burkina Faso en 1981, ce n'était pas Thomas Sankara qui était donc au pouvoir. C'est quelques années après, quand j'ai travaillé, donc j'avais commencé à travailler évidemment sur l'agroécologie. Je l'avais proposé d'abord dans les institutions nationales et ensuite nous avons créé Gorom Gorom, donc le centre de Gorom Gorom. Et c'est parce que le travail que nous faisions a beaucoup disons, animé le pays que Sankara a souhaité une rencontre et donc nous nous sommes rencontrés après ça et il nous a ensuite beaucoup soutenus sur la démarche agroécologique. Il voulait même faire de l'agroécologie une politique nationale. Consommons burkinabé et produisons ce que nous voulons consommer. Donc c'était déjà cette idée de faire passer les concepts de souveraineté alimentaire définis par les paysans, le droit justement de produire nous-mêmes la nourriture pour nourrir la population. Aujourd'hui, il est question de vie chère partout. Vie chère pourquoi? Parce que nous importons tout. Si on avait continué à produire et à consommer burkinabé, est-ce qu'on allait s'inquiéter que les Thaïlandais ne cultivent pas son riz? Mais aujourd'hui, c'est ça. Si on coupe tout là-bas, nous, on meurt de faim ici. Et souvent, c'est des céréales qu'on nous envoie dont la qualité laisse à désirer. On ne sait pas de quand ça date. C'est quand c'est pas bien là-bas, on nous envoie ici. Et on nous a fait croire que ce que nous faisons n'est pas bien. Ce que nous cultivons nous-mêmes n'est pas bien. Aujourd'hui, par exemple, au Burkina, la filière qui est beaucoup encouragée, c'était le coton. On ne mange pas le coton. Mais il avait une certaine fierté, il a redonné une fierté aux paysans. Et puis, il a protégé donc, alors, les paysans des aléas de l'exportation, notamment d'haricots verts. Parce qu'on a fait cultiver les haricots verts dans certains coins par les paysans. Ils ont respecté toutes les normes, etc. Et puis, ils conduisent ça dans des cartons bien rangés. Et puis, ils arrivent à Ouaga. Il n'y a pas d'avion pour le fret, là. Donc, c'était une perte. Et les commerçants ont ramené ça aux paysans. Débrouillez-vous, nous, on n'a pas pu vendre. Et ils ne payaient pas les paysans. Donc, Sankara, il a distribué tous ces cajots là, à la porte. Dans chaque cour ou concession ou bien au bureau, je ne sais pas comment, mais les fonctionnaires étaient obligés d'acheter ces cartons et c'était défalqué de leur salaire. Mais au moins ils ont sauvé et puis ils ont habitué les Burkinabés à apprécier aussi les haricots verts. Il avait redonné de la valeur aux agriculteurs, il avait redonné de la valeur à la maman au foyer parce qu'il sait le rôle fondamental que joue la femme au foyer. Est-ce que vous voyez? Et si ça avait continué, où en serions-nous aujourd'hui? Et pour l'émancipation des femmes, il a fait beaucoup, et puis pour certains pas assez, parce que vu d'où on partait, on estime qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Mais l'essentiel a été entamé au niveau de la révolution. Pourquoi? Parce que le fait même d'en parler, parler de l'émancipation de la femme, c'est quand même quelque chose, c'est déjà quelque chose. Une des choses fondamentales qui a été entreprise par Thomas, c'est de nous responsabiliser, nous donner des responsabilités que nous pouvons assumer et qu'il estime effectivement qu'on pouvait assumer, ce qui est logique parce que, comme il disait, on est l'égal de l'homme et en plus,
52% de la population est féminine au niveau du Burkina, au niveau du monde, j'en sais rien, mais en tout cas au niveau du Burkina. Comment on peut réaliser le bonheur d'un peuple sans les 52% de la population? Les femmes constituent aujourd'hui 3 400 000 paires de bras pour la révolution démocratique et populaire. 3 400 000 paires de bras capables de se mouvoir au service du peuple voltaïque, au service de la révolution démocratique et populaire. Elles constituent 3 400 000 bouches capables de délivrer un message révolutionnaire. Les femmes, plus de 52% de la population voltaïque, constituent le pilier démographique le plus important de la révolution. La révolution voltaïque, en se passant de la femme, serait une révolution contre la majorité des voltaïques et pour la minorité des voltaïques. Mais les femmes continuent de constituer cette masse d'esclaves domestiques que chacun de nous exploite à travers des structures faites pour endormir leur volonté de se libérer, leur volonté de se défendre. Des structures qui perpétuent leur état de soumission, leur état d'esclave. Des structures que les hommes ont sécrétées pour mieux contrôler les femmes. Et c'est pourquoi je voudrais surtout vous donner la parole à vous les femmes, pour que ce soit vous qui ouvriez les perspectives. Nul ne peut libérer la femme voltaïque si ce n'est elle-même la femme voltaïque. Je voudrais que ce soit donc vous-même qui exigiez et revendiquiez du CNR qu'il prenne ses responsabilités. Bon, sur la révolution à partir de 84, bon, comme Thomas aimait les défis, bon, il m'avait nommé haut commissaire, donc l'équivalent d'un préfet, dans une province qui se situe à 140-150 km de Ouagadougou, qui s'appelait Koupela, la capitale. Donc pendant 3-4 ans, j'étais au commissaire de cette province-là. Mais du fait que j'étais rentré et laissé ma famille en France ici, qui elle ne m'a pas rejoint, donc on a travaillé dans le sens où Thomas à un moment donné a estimé que c'est très bien, mais je pouvais quand même retourner, sauvegarder, vivre avec mes enfants qui étaient à l'époque étaient de bas âge. Et comme ça, j'en suis arrivé à revenir à l'ambassade en tant que conseiller culturel au niveau de Paris. Et malheureusement, hélas, 2-3 ans après, il était assassiné. Et quand j'ai lu son discours du 8 mars 87, j'ai dit toutes les femmes du Burkina doivent se lever aujourd'hui et dire qu'on a tué leur émancipation, on a tué leur épanouissement. Parce que ce que le président Sankara pensait et voulait faire de la femme burkinabé, c'était plus que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pendant ce moment, nos mamans souffrent en campagne, c'est elles qui font tout. Pourtant, le président Sankara allait jusqu'à la base pour dire, pour chercher à ce que les femmes puissent s'émanciper. Il a dénoncé, le premier à dénoncer une pratique comme l'excision, c'est bien Sankara dans l'histoire de l'Afrique. C'est le premier qui le criminalise carrément. Il va doter le Burkina d'un code des personnes de la famille les plus féministes au monde. Pourquoi? Parce qu'il retourne à l'essence. Parce que l'Afrique est à l'origine de la civilisation la plus matriarcale de l'histoire de l'humanité. L'Afrique, celui qui connaît l'histoire de l'Antiquité africaine, à l'Afrique précoloniale, la femme était au cœur de la société. Il a touché à tous les domaines en fait. Parce qu'il avait dans la conscience peut-être une prémonition, comme il nous disait. Quand on lui disait, mais dis non, ça va trop vite, il disait, mais vous pensez qu'on est là pour combien de temps? Donc, avec tout ce qu'on est en train de faire, je suis sûr que, comme disait-il, nos ennemis ne vont pas nous laisser aller jusqu'au bout. Donc, il faut leur montrer qu'on est capable dans tous les domaines de faire. Donc, au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on a réalisé? Bon, aujourd'hui, tout le monde, même la banque, l'OMS reconnaît que le Burkina est en avance, ne serait-ce que sur l'étape de vaccination au niveau des enfants. On a été un des seuls pays où on a pu mener une campagne de vaccination et on a atteint près de 70 à 80% des enfants par rapport aux maladies infantiles. On a, pendant 4 ans, essayé de créer un poste de santé par village. Et il y avait 3000 villages au Burkina à l'époque.
On ne parle pas maintenant des gros projets qu'il avait en tête, c'est-à-dire équiper les hôpitaux. Ceux qui connaissent Ouagadougou vont à l'hôpital de Ouagadougou. Ça d'hôpital que de nom. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Mais bon, la priorité de ceux qui dirigent actuellement, c'est certainement pas les hôpitaux. Ils ont d'autres priorités qui n'étaient pas les siennes à son époque. Nous supportons plutôt son idée d'avoir déjà demandé en son temps de ne pas payer la dette et que si nous payons la dette, c'est nous les pays du Sud qui disparaîtront et non les bailleurs de fonds. Voici quelqu'un qui a vite vu donc le danger qu'il y avait dans l'aide publique au développement. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. À plusieurs reprises, des rumeurs de son assassinat éventuel se faisaient sentir et on lui a souvent fait part. Par exemple, lors d'une séance de travail, quelques jours avant son assassinat, des conseillers qui ont fait part de ces rumeurs-là, de son assassinat éventuel. Mais Sankara, il leur dit, mais vous savez, dans la vie, chacun doit vivre sans se soucier de la mort. Parce que vivant, nous ne connaissons pas la mort, et mort, nous ne savions plus que nous avons vécu et que nous sommes morts. Notre rencontre avec la mort, c'est l'instant d'un éclair, et nous laissons le soin à ceux qui nous ont aimés de nous pleurer, de nous regretter. Et il s'est remis au travail. Pour lui, la mort comme la vie, c'est deux choses qui vont ensemble. Donc tu meurs même sans te rendre compte parce que tu continues. C'est preuve vraiment d'une haute connaissance spirituelle que d'être dans cette perspective, dans cette vision-là. Et pour lui, en dehors de cette vision, cette puissance spirituelle qu'il avait de comprendre le subtil, ce qui se préparait le 15 octobre, en tant que militaire, il était au courant. Beaucoup de preuves l'ont confirmé, et le confirmeront d'ailleurs plus tard.
L'année dernière, au 20e anniversaire, on était avec un de ses anciens ministres de l'Éducation qui nous a dit qu'il est venu le voir la veille de son assassinat, que capitaine, il paraît qu'il y a un coup d'État qui se trame dans ton dos. Sankara dit, ouais, je suis au courant. Mais c'est aux amis de trahir l'amitié. Il dit, mais mon frère, est-ce que tu as peur? Le ministre dit, vraiment, capitaine, j'ai peur. Il dit, si tu as peur, je peux t'arranger pour que toi et ta famille vous ayez un asile à l'extérieur. Le monsieur dit qu'il est sorti. Arrivé à la porte, il est revenu. Il dit, le capitaine, je reste. Je dis, il savait qu'il devait tuer. Il savait tout ce qu'il y avait comme tricks and tracks pour l'éliminer et tout. Mais il a dit non. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Quand Boukari le Lion a dit qu'il a demandé à Thomas la permission de mettre de l'ordre, et Sankara lui a dit non. L'amitié, c'est pas à nous de trahir, mais c'est à eux. Vous savez, quand on a reçu une éducation, une bonne éducation, il y a des valeurs qu'on respecte. Chez nous, on nous a toujours dit que dès l'instant où tu as plongé la main dans la même assiette que quelqu'un, c'est-à-dire si vous avez mangé ensemble, il vous est interdit de vous trahir. Mon opinion, c'est qu'en fait, bon, ça j'ai des témoignages très forts, c'est qu'en fait a eu des moments de dépression, Thomas Sankara. Donc il a dû vouloir démissionner parce qu'il était fatigué, qu'il était à bout. Mais en fait, on sent bien que dans cette période, il y a d'autres moments où il est extrêmement actif et il fait des réunions, il se bagarre. Vous voyez, donc il y a quelqu'un qui a les deux aspects. Donc il a voulu démissionner, et c'est exact. Il a dit qu'il voulait laisser la place et qu'il voulait s'occuper à temps complet de la création du parti politique, ou qu'il voulait circuler dans le pays, et que les autres lui ont dit non, qu'il fallait qu'il reste. Ils ne voulaient pas qu'il démissionne en fait. Alors est-ce que c'est lié au fait qu'il sentait qu'on allait l'assassiner? C'était une façon de se protéger, d'aller ailleurs, etc. Possible. Le fait est que ça contredit un peu cette image de personnes avides de pouvoir et qui vont tout contrôler. Il y a même des conseils des ministres où il n'allait plus, et c'était Blaise Compaoré qui est chargé de les diriger juste avant la période de son assassinat. Voilà, donc il a effectivement eu des moments de déprime. Effectivement, tout le monde venait lui dire que on allait porter atteinte à sa vie, qu'on voulait l'assassiner, que lui, il disait à tout le monde si vous touchez un cheveu de Blaise Compaoré, c'est vous aurez affaire à moi. Il était en avance sur son temps, et il avait autour de lui des aveugles et des sourds qui n'ont rien compris. Voilà, et que ce soit, il avait dit dans un de ses discours, il serait malheureux s'il n'arrive pas à convaincre quelqu'un. Et apparemment, il n'a pas réussi à convaincre les gens qui étaient plus proches de lui. Il y a des gens qui, matin, midi et soir, étaient avec lui, qui mangeaient avec lui et tout, mais qui ne l'ont pas compris. Et c'est pour cela qu'il a été trahi. Mais c'est sûr que la dernière période a été difficile. Ça a été difficile pour lui. C'est-à-dire qu'il n'était pas... Il a eu des moments de grande énergie et des moments de déprime, ça j'en suis persuadé. Ce qui d'ailleurs rend le personnage finalement plus attachant. Même si du côté des révolutionnaires purs et durs, on dit qu'un révolutionnaire ne peut pas se laisser aller à des états d'âme. Bon, quand on est un peu plus... bon, en même temps, le fait qu'on a affaire à un homme qui est un vrai homme, qui n'est pas un surhomme et qui a ses moments de faiblesse, bon, ça le rend plus attachant. Ça le rend moins dirigeant, plus révolutionnaire, pur et dur, mais ça le rend plus attachant, plus humain. Et c'est d'ailleurs, je pense, c'est son humanité qui fait le... C'est évidemment les réussites politiques qu'il a, mais l'essentiel de la popularité qu'il a aujourd'hui, c'est évidemment tout ce qui s'est passé pendant cette révolution, mais c'est le fait que Waikowai, tous les gens savent que c'est quelqu'un qui n'avait pas perdu la simplicité, le contact avec la population et une grande humanité qu'il continue à avoir. Le 15 octobre, c'est le jour le sport de masse, on appelle ça. Ça veut dire que 2 fois par semaine, les gens étaient obligés d'aller faire du sport à la sortie du boulot.
Donc c'est anecdotique parce que on ne sait pas trop, parce que là pour le coup on a des témoignages divergents sur le fait que des gens sont passés pour dire qu'il fallait vider les bureaux de la présidence, etc. Donc ça c'est des gens qui souscrivent au fait que tout était très bien organisé, ceux auxquels je souscris, hein, mais bon, est-ce qu'ils sont sortis pour aller faire du sport, etc. On ne sait pas exactement. Le fait est que Sankara se pointe, il avait une réunion avec un groupe de proches collaborateurs qui, à mon sens, devait constituer en gros le secrétariat d'un nouveau Conseil de la Révolution, Conseil national de la Révolution, où il y avait un certain nombre de personnes. Donc il doit se rendre à cette réunion. Et en fait, on est vers 16h, 16h30 et il arrive. Et dans les détails, hein, moi surtout que maintenant il y a d'autres versions qui circulent, mais en tout cas pour ce qui est de ceux qui ont enquêté à ce moment-là, qui sont essentiellement Séné Andrea Mirando, il y a un commando qui vient et qui commence à arroser les premiers gardes du corps de Sankara, qui rentrent dans la salle et qui tue tout le monde. Il y a des gens, alors il y a deux versions, il y en a une qui dit que Thomas il sort les mains en l'air en disant restez là, c'est moi qui le veux, et que le commando continue à leur tirer dessus. Il y a une autre version qui dit qu'il est sorti, avec son pistolet, qu'il a tué un ou deux gendarmes qui étaient là et qui s'est fait tuer après. Voilà un peu les deux versions. C'est ce qui fait sa popularité, que les gens sachent qu'il a refusé de tuer, alors qu'il pouvait probablement le faire, qu'il a refusé de prendre les devants et d'éliminer Compaoré, parce que de son point de vue, tuer Compaoré, ça revenait, évidemment c'était un échec personnel, mais c'était un échec pour la Révolution, parce que lui, qui était assez érudit sur l'histoire, je pense qu'il connaissait ces périodes de l'histoire que d'aucuns appellent la Révolution, où on passe son temps à s'assassiner les uns les autres et on finit par éliminer les meilleurs et ne reste que les plus ambitieux en ayant perdu toute velléité révolutionnaire. Donc il connaissait ça, il savait qu'il fallait s'y prendre autrement. La réalité, c'est qu'effectivement c'est lui qui est mort et pas les autres, et que la révolution s'est terminée. Après chacun doit faire ses propres conclusions. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas simple. Je reprendrai un proverbe béninois qui dit que c'est lorsqu'il y a une fente dans le mur que le lézard s'introduit pour écarter et faire en sorte que le mur tombe. Je crois qu'il faut fusionner les deux sources. Et ça ne sera pas la première fois que l'histoire de l'Afrique va connaître un tel dénouement, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des leaders d'Afrique ou des leaders du monde noir qui se sont levés pour proposer des solutions véritables aux problèmes des populations, ils ont été assassinés. Je crois qu'il ne fait pas de doute que ceux qui ont porté la main, donc ceux qui l'ont assassiné, sont ceux de l'intérieur, mais ils ne l'ont pas fait tout seuls. Ils l'ont fait en étant télécommandés, téléguidés par l'impérialisme international, notamment le rôle important, que ce soit celui de Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire ou de la France politique. Je crois qu'il est important que la mémoire d'Afrique se fasse en étant aussi juste, et qu'un jour, en tout cas qu'un jour, justice soit rendue et qu'on sache effectivement qui a été à l'origine. Monsieur François Mitterrand, nous n'avons pas compris comment des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, Boutiti, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il faut. Enfin, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Alors, je l'encourage
pas trop. Thomas Sankara semble bien avoir péri au cours des affrontements d'hier au Burkina Faso. Sankara qui aurait été enterré dès ce matin. Le coup d'État aurait fait d'ailleurs plusieurs dizaines de victimes. Proclamation. Le Front populaire, regroupant les forces patriotiques, décide de mettre fin à ce jour 15 octobre au pouvoir autocratique de Thomas Sankara, d'arrêter le processus de restauration néocoloniale entrepris par ce traite à la révolution d'août. Le Conseil national de la révolution est dissous. Le gouvernement est dissous. L'organisation militaire révolutionnaire est dissoute. Le président du PASO, le secrétaire général national des comités de défense de la révolution et les commissaires politiques sont démis de leurs fonctions. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour le Front populaire, le camarade capitaine. Wesh, ainsi tout était prévu depuis le début pour la patrie, mais au finish c'est la mort qu'on nous a servi. En quête de routine, à qui profite le crime, à qui profite le temps, va savoir. Pas besoin de sortir de maths sup pour comprendre qu'on s'est fait avoir. On a préservé la paix sans la dignité, rendez-nous la dignité et on vous foutra la paix. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Mais à qui profite le crime? Mais à qui profite le crime? Chaque citoyen est responsable de ses actes et nos responsables ne font pas exception. Même pas ceux qui nous gouvernent, surtout pas ceux qui nous rabattent les oreilles avec des formules démocratiques tropicalisées, adaptées pour la diversion. L'histoire est celle que nous méritons, mais on doit la vérité aux enfants de la nation. Le progrès, c'est ce pourquoi on se bat. L'honneur, si ce n'est pour ce à quoi on croit. Ce qui fait de nous des êtres sensibles avec une larme qui tombe à chaque homicide. Ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Jette un œil à la ronde, une brochette de politiciens trapézistes qui rasent les murs et pourtant qui résistent. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Mais à qui profite le crime? Mais à qui profite le crime? Voilà qu'on cherche des coupables qui n'existent plus. Ils sont intouchables, mais pas comme à Bombay. Eux peuvent bomber le torse et se payer une nouvelle virginité. Un casier blindé, pas comme le gilet que leurs victimes n'avaient pas porté. Un simulacre de procédure qui dure depuis mon adolescence, fait grimper le prix de l'essence et danser le peuple. La panse vide. En fait, on n'en pense pas moins, c'est ça qui est con. Mais rien ne change par la pensée. Rien n'a déjà plus de sens quand les responsables incriminés sont à leur tour encensés. Hélas, un passé ça laisse des traces. La patrie ou la mort, nous vaincrons. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Mais à qui profite le crime? Mais à qui profite le crime? C'est douloureux pour moi ce qui s'est passé parce que, comme vous le savez, Thomas Sankara c'est un ami. Mais j'aime aussi mon peuple, plus que tout. Et je dois reprocher à Thomas Sankara, bien sûr, d'avoir par moment méprisé justement les intérêts de ce peuple. Je lui reproche aussi d'avoir à un moment donné pensé que ma liquidation physique allait lui permettre de poursuivre ce que lui il considérait comme un objectif fondamental, à savoir asseoir son pouvoir personnel. Pour ma patrie, pour la justice d'abord, ensuite le pardon. Pour ma patrie, pour la justice d'abord, ensuite le pardon. Pour ma patrie, pour la justice d'abord, ensuite le pardon. Pour ma patrie, pour la justice d'abord, ensuite le pardon. Avec le recul, je lui en veux de s'être sacrifié aussi vite.
parce qu'il restait beaucoup de choses, il nous restait beaucoup de choses et il n'a pas réalisé que son sacrifice, certes, donne une dimension futuriste à son existence, mais son sacrifice a... En fait, il a sacrifié pas mal d'autres personnes avec lui. Parce que stopper la révolution, il y a beaucoup qui l'ont vécu dans leur chair, que ce soit même si les gens ne veulent pas l'avouer, il y a des choses qui ne pouvaient plus se réaliser sans sa présence. Mais bon, c'était un homme de passion. Donc quand je dis je lui en veux parce que j'espère qu'un jour on va se retrouver quelque part, que je lui dirai que c'était trop tôt pour rentrer dans l'histoire.